Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation à évoquer un élément important qui va suivre la Seconde Guerre mondiale et le procès des médecins de Nuremberg, qui est le Code de Nuremberg, qui m'a été donné comme sujet. Alors, il faut se souvenir que le procès des médecins est un procès qui se déroule dans un cadre juridique un tout petit peu particulier, puisque contrairement au procès des dignitaires nazis, si on peut les exprimer ainsi, le procès des médecins est un procès par un tribunal militaire américain, donc pas par un tribunal international comme c'est le cas pour les dignitaires du régime nazi qui ont été arrêtés lors de l'effondrement du nazisme. Et cette qualité de tribunal américain est intéressante pour la suite et pour une évaluation au fond de l'impact que le Code de Nuremberg peut avoir eu sur la recherche médicale dans les années qui suivent. Alors, 2 experts vont accompagner les 4 juges, un psychiatre et neurologue américain d'origine autrichienne, et on dit d'ailleurs que c'est à lui que l'on doit la faible représentation des psychiatres nazis dans la liste des accusés qui sont déférés devant le tribunal, et un expert désigné par l'Association médicale américaine, le docteur Iwi, qui sont les 2 experts qui vont, au fond, à la demande du tribunal, préparer un rapport préliminaire destiné, au fond, à essayer d'identifier quelles étaient les règles préexistantes auxquelles les médecins allemands auraient dû se soumettre dans le cadre de l'expérimentation. Et contrairement à ce qu'on croit, on dit souvent que le Code de Nuremberg est le premier code, et il n'est pas le premier code. Il y a plusieurs textes qui préexistent, et les experts, chacun indépendamment d'ailleurs, arrivent au même résultat, en présentent au tribunal 3. Le premier, le plus ancien, est le fait d'un médecin anglais, mais qui a eu peu de succès avec ses textes, son code d'éthique médicale en Angleterre. Par contre, il a été très largement accueilli aux États-Unis, et son code a été officialisé par l'Association médicale américaine déjà en 1803, dans lequel on retrouve un grand développement sur l'expérimentation à cette époque, mais quand même, les nouveaux remèdes et traitements doivent être administrés dans une saine raison et une conscience scrupuleuse, dit le texte de 1803 de Percival. Au congrès de Philadelphie de Lama de 1847, son code de déontologie est adopté et s'impose au fond dès cette époque aux médecins américains. Le deuxième, et on le connaît probablement mieux en Europe, c'est l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, 1856, grand traité qui pose vraiment les bases de l'expérimentation rationnelle, scientifique et du cadre éthique dans lequel il doit se développer. Et Claude Bernard écrit dans son traité: parmi les expériences qu'on peut tenter sur l'homme, celles qui ne peuvent que nuire sont défendues, celles qui sont innocentes sont permises, on en peut en rediscuter, et celles qui peuvent faire du bien sont recommandées. Donc il y a un début de base, je dirais, de réflexion d'un cadre éthique qui dépasse la simple rationalité scientifique de la recherche. Et alors, et c'est comble évidemment de l'ironie, c'est que c'est les Allemands qui ont le texte le plus développé à l'époque, qui est un texte qui date de la République de Weimar de 1831. C'est une circulaire ministérielle
elle est beaucoup plus précise. Elle vise à protéger les sujets, les patients, tout en encourageant la recherche. Ces principes, c'est la responsabilité individuelle des chercheurs, la recherche du risque minimum, le respect absolu des enfants, des faibles et des mourants, et surtout le consentement non équivoque et non ambigu des patients au sujet de l'expérience. Et ce texte n'a jamais été abrogé par le régime nazi, mais comme vous l'avez vu et comme vous le savez évidemment bien, il n'a rien empêché, malheureusement. Alors, pour rappeler quand même un élément fondamental de toute l'expérimentation humaine, on peut reprendre cette phrase un peu choc du traité de Claude Bernard. L'expérimentation humaine est moralement nécessaire et nécessairement immorale. Moralement nécessaire parce qu'il démontre, et je pense que c'est toujours valable aujourd'hui, que la seule façon de réellement se donner les meilleures chances de mettre à la disposition de l'humanité des traitements efficaces et au risque minimum, c'est de faire une bonne expérimentation humaine. Et nécessairement immorale parce que dans l'expérimentation, par principe, par fondement, puisque le but est de recueillir une information, on est donc quelque part toujours, que l'on le veuille ou non, dans l'instrumentalisation du sujet d'expérience, puisque au-delà du bénéfice personnel qu'il peut ou qu'il ne tirera pas de l'expérimentation, le but est toujours de gagner une connaissance, et donc cette contradiction ou cette tension éthique est intrinsèque au processus d'expérimentation humaine lui-même. Alors, dans le prononcé du jugement du tribunal de Nuremberg est édicté un code très simple. On va le parcourir parce qu'il est très court et je pense que c'est très intéressant, je trouve aussi, de le voir dans la suite de ce qu'on vient d'entendre, parce qu'il faut évidemment le replacer dans le contexte de l'époque et du traumatisme qu'a pu représenter le code de Nuremberg pour le tribunal. Une déclaration en 10 points qui a été considérée comme le premier texte avec une vision universaliste, c'est-à-dire avec une ambition d'être utilisable par tous et partout. Alors, le premier point, et c'est évidemment, je pense, après ce qu'on a entendu, compréhensible, le Code de Nuremberg insiste en premier sur le consentement. Hein, l'article 1er, le consentement volontaire du sujet humain est essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de la capacité légale totale pour consentir. Donc ça veut dire que exclusion de toute personne qui ne peut consentir du bénéfice de l'expérimentation médicale, on y reviendra, qu'elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée, connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable d'en mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, les buts de l'expérimentation, les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombe à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences et qui y travaille. Cette obligation s'attache à cette personne et ne peuvent être transmises à nul autre sans être poursuivies. Donc, 2 éléments très centraux, le consentement libre et informé, bien entendu. Il n'y a pas de consentement valable sans une information préalable adéquate, et une responsabilité de l'expérimentateur de veiller à cet état de choses
et on verra que c'est une des faiblesses du code de Nuremberg. Deuxième article, l'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société, impossible à obtenir par d'autres moyens, elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. Les fondements, article 3 de l'expérience, doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures faites sur les animaux ou dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de l'étude, de façon à justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et tout dommage physique et mental non nécessaire, article 4, et 5. Elle ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-mêmes de sujet à l'expérience. Alors, ces articles sont très importants parce que vous y voyez la genèse de ce que peut être l'examen éthique d'un protocole de recherche. On y voit quels sont les antécédents, est-ce qu'il y a des méthodes alternatives, quels sont les résultats attendus, quels sont les risques. Tout ça se retrouve et sont des grandes, je pense, des grandes dimensions qu'apporte Nuremberg. Et il y a des aspects peut-être un peu plus ce que je le reprendrai après, un peu plus romantique. Imaginez que le médecin qui conçoit l'expérience en soit lui-même le sujet, qui est une vision un peu romantique du 19e siècle de l'expérimentateur qui boit son breuvage, hein, qui essaye sa propre invention. Les risques encourus ne devront jamais, article 6, excéder l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience, coût-bénéfice, hein, l'aspect du risque et du bénéfice. Il faut faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. À mon sens, un article inapplicable à l'expérimentation. Si vous savez déjà tout ça, c'est que l'expérimentation n'est plus légitime parce que les informations sont déjà contenues. Donc ça, c'est évidemment une des limites et on peut le comprendre dans le contexte où le code a été instauré. Article 8, les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérimentation de ceux qui la dirigent ou qui y participent. Article 9, le sujet humain doit être libre pendant l'expérience de faire interrompre l'expérience s'il estime avoir atteint le seuil de résistance mentale ou physique au-delà de laquelle il ne peut aller. On est de nouveau dans une vision assez romantique des choses et d'ailleurs en contradiction avec l'article 6 disant qu'il ne peut y avoir aucun risque à l'expérience. Et enfin, 10, le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet expérimental. Et ces 10 points sont repris in extenso dans le jugement du tribunal de Nuremberg. Alors, je vous l'ai déjà évoqué, on peut très brièvement mettre en avant les forces et les faiblesses du code de Nuremberg. Sa première faute, c'est évidemment le mérite d'exister. C'est la première fois que d'une manière structurée, à un très haut niveau, on a un texte avec une ambition universaliste de donner un cadre à la dimension éthique de l'expérimentation médicale, dont il faut quand même rappeler qu'elle est un phénomène relativement récent, puisque c'est vraiment la deuxième moitié du 19e où s'impose de manière assez forte l'idée que l'implémentation de nouvelles techniques, de nouveaux traitements médicaux nécessite une expérimentation structurée qui permette d'en mesurer les bénéfices et les risques, ce qui est toujours parfaitement valable aujourd'hui. Alors, la deuxième chose qui me paraît importante, c'est qu'elle reconnaît implicitement la valeur de l'expérimentation humaine. Sinon,
c'était simple, on pourrait dire, on ne peut pas faire d'expérimentation humaine et puis c'est fini. Donc, le texte a aussi comme force, pour la première fois, d'affirmer publiquement et de manière très officielle l'importance de l'expérimentation humaine dans la société. Elle institue de fait un cadre pour l'évaluation éthique. Je pense que si j'ai repris pour préparer cet exposé, mon cours d'éthique, et quand je revois la façon dont j'explique aux étudiants comment on évalue un protocole, quels sont les différents éléments qu'on doit examiner, à quelques exceptions près, ils sont tous là dans le code de Nuremberg. Elle insiste évidemment sur la responsabilité de l'expérimentateur. Je vais défendre l'idée que c'est à la fois une force et une faiblesse. Elle place évidemment le no-harm en haut des priorités, la protection du sujet, bien entendu, et elle place le consentement au centre des préoccupations. C'est un élément que l'on pourra peut-être rediscuter dans le débat. Les faiblesses, c'est évidemment le fait de considérer que c'est le responsable de l'expérimentation qui est en charge de l'évaluation éthique, et c'est probablement, on le verra, la principale faiblesse du Code de Nuremberg, qui sera corrigé par la déclaration d'Helsinki, dont, à mon sens, cet élément-là, et on va y revenir, est l'avancée majeure que représente la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale par rapport au Code de Nuremberg. Elle n'envisage évidemment pas la question des incapables, ce qui éthiquement est évidemment problématique, puisque ça veut dire que si l'on suit strictement cette approche, on décide donc de priver les personnes incapables de tout progrès médical structuré. Mais évidemment, dans le contexte de Nuremberg, tout ça est parfaitement compréhensible et n'était probablement pas au centre des préoccupations de l'époque. Elle place le consentement au centre des préoccupations au détriment de la légitimité éthique et scientifique, et c'est à la fois une force, mais à mon sens, c'est aussi une faiblesse. Le consentement est évidemment une condition nécessaire, mais à mes yeux, elle n'est pas une condition suffisante pour légitimer une expérimentation. Et évidemment, ça je vous l'ai évoqué, il y a une vision un peu romantique, un peu 19e siècle encore, qui transparaît, le médecin qui prend lui-même, qui joue le rôle de sujet, l'absence de risque qui est une impossibilité à mon sens, et cette idée que le sujet pourrait résister jusqu'à un certain point et puis dire à un certain moment qu'il ne peut pas aller plus loin. On est un peu dans le romantisme du 19e. Alors, le Code de Nuremberg a certainement eu un impact important, non seulement le Code en lui-même, mais le procès, la publicité dans le monde médical de ce qu'un corps médical au sens large a pu se soumettre à une telle dérive, mais il n'a pas empêché de manière systématique des scandales de l'expérimentation après 1947. Je vous en ai repris deux qui sont des exemples américains. J'ai pris ces deux exemples-là parce que c'est un tribunal américain et que donc on aurait pu imaginer que le Code eut un impact particulièrement fort dans leur pays d'origine. Ce que disent les auteurs de l'époque, c'est que ce n'est pas le cas. Les Américains considèrent que la dérive nazie et les procès en Europe, c'est chez des sauvages et qu'eux, ils n'ont pas ça, qu'ils n'ont pas ce type de problème, ce qui n'est évidemment pas vrai. Alors, il y en a plusieurs, j'en ai repris deux.
qui est qui est un projet militaire, qui est le projet Bluebird, renommé Artichoke, et puis MK Ultra, qui est un programme de contrôle mental de la CIA qui a financé un grand nombre d'institutions, essentiellement aux États-Unis et au Canada, des institutions universitaires, des hôpitaux, des prisons, pour administrer des psychotropes et des produits à des sujets pour mesurer la capacité de contrôler le mental. Et la CIA était obsédée par les procès en Union soviétique et le sentiment que les Russes faisaient des lavages de cerveau et contrôlaient le cerveau des personnes qui manifestement dans ces procès ne disposaient pas de leur libre arbitre. Anecdote qui n'est peut-être pas, qui n'est pas isolée, hein, on le sait par ailleurs, que et les Russes et les Américains ont largement puisé chez les spécialistes allemands ceux qui pouvaient être utiles dans le cadre de l'affrontement Est-Ouest, et entre autres l'ancien directeur du programme de guerre biologique du Troisième Reich, Kurt Blom, qui était un des accusés du procès de Nuremberg, a été acquitté à la demande de la CIA et a servi dans le projet MK Ultra en Allemagne, dans une ancienne facilité du Troisième Reich. Et je vous rappelle Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est la popularisation au cinéma par Milos Forman du projet MK Ultra sur la base du livre d'un Kobe de ce programme qui a inspiré Milos Forman pour son livre, pour son film, qui est quand même un beau morceau de cinéma. Et ce programme a continué jusque dans les années 60 et puis a fait l'objet de dénonciations dans le New York Times, qui a introduit des commissions parlementaires successives pendant des années et qui a fini par une reconnaissance officielle par Bill Clinton dans un discours du 3 octobre 1995, où il reconnaît que des milliers d'expérimentations gouvernementales ont eu lieu dans les universités, dans les bases militaires, un peu partout. De trop nombreux cas, aucun accord formel n'a été demandé. On a dissimulé à des Américains ce qu'ils subissaient. Bien au-delà des Kobe eux-mêmes, cette tromperie a dupé leur famille et toute la nation. Donc c'est un projet qui a aujourd'hui une reconnaissance officielle de son existence. C'est pas toujours facile. On dit d'ailleurs que la CIA a, dans les prisons irakiennes et dans les prisons clandestines en Europe pendant la guerre d'Irak, a très largement utilisé les informations recueillies dans ces programmes pour torturer et interroger les suspects. Alors c'est évidemment l'armée, c'est la guerre, c'est un domaine où on peut imaginer encore que percolent mal les codes d'éthique. J'ai toujours eu un peu de mal avec l'idée d'une guerre éthique. Il n'y a pas de guerre propre, il n'y a que des souffrances et des malheurs. Mais un autre scandale me paraît peut-être encore plus intéressant parce qu'il est le fait du service de santé des États-Unis, qui est une expérimentation menée sur des personnes institutionnalisées dans un home à Tuskegee aux États-Unis, qui sont des patients syphilitiques qui ont été introduits dès 1930 dans un programme d'études systématiques de l'évolution de la syphilis. Et on l'a rappelé plus tôt dans cet exposé, la pénicilline devient disponible pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un traitement extrêmement simple et d'une efficacité redoutable contre la syphilis. Et jusque 1970,
le programme a néanmoins été continué, donc ces patients ont été délibérément privés d'un traitement disponible, efficace, alors qu'ils auraient dû en bénéficier. Et le rapport au Sénat américain du comité des délégués chargé d'étudier considère que c'est l'expérience non thérapeutique sur les êtres humains la plus longue de l'histoire de la médecine, qui montre donc quelque chose qui, moi, me paraît important et qui va me permettre, pour finir, d'introduire, au fond, l'étape suivante qui se construit sur le Code de Nuremberg, mais qui le modernise, et qui est de prendre conscience d'une espèce de schizophrénie que l'on demande à l'expérimentateur, d'être à la fois se passionner sûr de ce qu'il veut faire et empreint de l'idée qu'il va faire progresser la science, et qui doit être en même temps le défenseur du sujet au détriment de l'efficacité éventuellement de son propre protocole d'expérience. Et il y a un aspect schizophrénique qui peut expliquer des difficultés dans l'efficacité de Code de Nuremberg, sans évidemment remettre en question la responsabilité de l'expérimentateur. Et donc, au fond, c'est, à mon sens, ce que la déclaration d'Helsinki apporte de majeur. Alors, il y a énormément de choses dans la déclaration d'Helsinki qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus moderne, et qui d'ailleurs, et c'est un de ses grandes qualités, est régulièrement remis sur le métier. Je vous ai mis ici les différentes modifications de la déclaration d'Helsinki depuis son adoption en 1964. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Helsinki? Elle dit, entre l'expérimentateur et le sujet, j'introduis un tiers régulateur, qui est le comité d'éthique, et c'est ce comité d'éthique qui est le seul qui puisse donner la validité éthique, et donc l'expérimentateur doit défendre son projet devant une commission indépendante qui doit évaluer l'ensemble des éléments dont on a parlé, à quoi ça va servir, est-ce que la base scientifique est convenable, quels sont les risques, comment les sujets potentiels sont informés, etc., etc. Et donc c'est vraiment, à mon sens, le grand mérite de la déclaration d'Helsinki. Il y en a d'autres, mais je dirais que fondamentalement, c'est cette triangulation qui est l'avancée majeure que représente la déclaration d'Helsinki par rapport au Code de Nuremberg, qui n'imagine pas une régulation par un tiers, mais qui rappelle d'une manière forte, au fond, à l'expérimentateur ses devoirs. Alors l'autre point, je l'ai évoqué, qui est toujours très sensible, on peut y revenir dans la discussion, c'est l'expérimentation chez les personnes incapables de consentir. Alors, le premier réflexe est de dire, puisque le consentement est essentiel, s'il n'y a pas de capacité de consentir, il ne peut pas y avoir d'expérimentation. Et si vous considérez que l'expérimentation est effectivement, comme le dit Claude Bernard, essentielle à faire progresser la médecine, ça veut dire que vous condamnez les personnes incapables à ne pas bénéficier d'avancées médicales. Et donc là, voilà une nouvelle tension éthique qui, et je dois vieillir puisque je vais vous faire l'article sur la Convention d'Oviedo, que j'ai toujours combattu comme étant un texte très conservateur, mais par contre, dans la Convention d'Oviedo, il y a toute une partie sur l'expérimentation chez les incapables qui est, à mon sens, assez remarquable pour trouver le bon chemin entre la protection de quelqu'un qui n'est pas capable de consentir et le fait de lui permettre malgré tout de pouvoir bénéficier des progrès de la médecine, et en tout cas de pouvoir évaluer des progrès de la médecine chez les personnes incapables de consentir.
et je vous remercie de votre attention.